Sunderlight Production. En course à pied, la fatigue peut prendre plusieurs visages. Fatigue musculaire, mentale ou encore surentraînement. Pourtant, même si elle est souvent subie négativement par les coureurs, la fatigue peut aussi avoir des intérêts dans le processus de progression. Dans cet épisode de Body and Mind, on va vous expliquer quelles sont les causes de la fatigue et comment la gérer au mieux pour en tirer un maximum de bénéfices. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un nouveau programme dédié au corps et à l'esprit. Chaque mois, un médecin du sport et une préparatrice mentale vous donnent toutes les clés pour améliorer votre santé et votre mental grâce à la course à pied. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de fatigue chez les coureurs à pied. Perte de motivation, d'énergie, manque de performance, irritabilité ou encore blessure. La fatigue n'est pas un élément à prendre à la légère quand on pratique le running. Alors, comment la gérer au mieux dans nos entraînements ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Marion Delpierre, médecin du sport et traileuse. Salut Marion, c'est un plaisir de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Salut Guillaume, merci pour l'invitation. Je vais très très bien et j'ai hâte de parler de ce sujet avec toi. Eh bien écoute Marion, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on fasse une toute petite aparté de quelques secondes, pas plus, parce que c'est le tout premier épisode de Body and Mind, notre nouveau format de la saison 5. Et tu n'es pas sans savoir que le sport, c'est avant tout une adéquation entre le corps mais aussi l'esprit. Et c'est justement ce que nous voulons mettre à l'honneur dans ce nouveau programme, le physique et le mental. Et chaque mois, on va s'intéresser du coup à des problématiques autour de la santé physique, du bien-être physique et du bien-être mental des coureurs à pied. Et du coup, tu seras, toi Marion, notre expert sur les questions de santé. D'ailleurs, afin que tu puisses faire la connaissance de nos auditeurs et auditrices, ce que je te propose, c'est que très rapidement, tu te présentes un petit peu à nous et que tu nous expliques ton parcours et ce que tu aimes aussi dans la course à pied, parce que je crois savoir que tu pratiques le trail à très très bon niveau aussi. Alors Guillaume, d'abord je vais commencer par la première question. Je suis médecin du sport à Lyon, lilloise d'origine. Je me suis installée pour mes études à Lyon. J'adore mon métier, je pratique dans le 9e et dans le 7e arrondissement de Lyon. J'ai une patientèle assez variée de sportifs amateurs, sportifs professionnels haut niveau. Il y a un petit peu de tout au cabinet. Effectivement, j'ai découvert la course à pied d'abord sur route, les footings faciles, quai de Rhône, quai de Saône, pour essayer d'optimiser au mieux mon temps qui était chargé avec l'internat de médecine à Lyon. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert les sentiers, et les monts d'Or, les monts du Lyonnais. Et puis vraiment là, je me suis un peu écartée de la route et puis j'ai commencé à faire du trail. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté les distances parce que je me suis rendu compte que plus l'effort était long et mieux je me sentais et plus le plaisir était présent. Donc voilà, j'ai au fur et à mesure augmenté les distances pour me diriger vraiment vers l'ultra. Et aujourd'hui, je pratique toujours et c'est toujours un réel bonheur d'aller courir dans les chemins. Marion, les présentations étant faites, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais selon une étude de l'Ipsos, plus de 60% des Français se sentent fatigués et près d'un Français sur 10 se sentent même en état d'extrême fatigue. On se rend compte que c'est un peu le problème du 21e siècle, la fatigue, et que c'est quelque chose qui augmente. Je crois qu'en l'espace de 15 ans, ce chiffre, il a doublé. Et ça pose quand même certaines questions. Alors évidemment, même si ça peut sembler contradictoire, la rentrée, après les vacances, la fin de l'été, c'est souvent synonyme de beaucoup de fatigue. Il y a tous les enjeux familiaux, l'école qui reprend pour les enfants. Bref, souvent la rentrée, ça va générer beaucoup de fatigue, alors que c'est là où on devrait être le plus reposé. Du coup, avant de parler de tout ça, ce que je te propose de faire, c'est est-ce qu'on pourrait peut-être définir ce qu'est la fatigue de manière peut-être un petit peu plus pointue, histoire vraiment qu'on comprenne bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. Oui, la fatigue, alors du coup, le petit nom savant,
l'asthénie, ce qu'on appelle dans le milieu médical, c'est quand même un symptôme qui est assez fréquent. Avant d'être médecin du sport, j'étais en médecine générale et c'est vrai que c'était un motif de consultation qui était quand même assez fréquent. Voilà, docteur, je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. La fatigue, elle peut être à la fois mentale, où voilà, on a une fatigue, on n'arrive plus à réfléchir, on a l'impression d'avoir des idées dans sa tête, on n'arrive pas à faire le tri, on n'arrive plus à être efficace au travail. Ou alors elle peut être physique, le sportif qui se sent fatigué et il n'arrive pas à réaliser les séances attendues. Et ça peut être aussi les deux. En fait, les deux peuvent être mélangés. On a à la fois une lassitude psychologique et une lassitude physique. Donc souvent d'ailleurs, je trouve que les deux sont quand même corrélés. Du coup, quand on a ces symptômes-là qui arrivent, on se dit bon voilà, il faut essayer de se reposer, dormir un peu mieux, manger mieux, et ça devient un peu problématique quand cet état il perdure en fait dans le temps. On peut être fatigué pendant une semaine, 10 jours, et puis si ça perdure, là ça pose question. Donc c'est là où ça amène les gens à consulter. C'est d'ailleurs important de refaire le point sur cette fatigue, voir d'où elle vient. Est-ce que c'est une fatigue passagère liée à un stress aigu, un problème au travail ou dans sa vie personnelle, ou est-ce que c'est parce que je suis en charge d'entraînement et j'aimerais bien mieux récupérer, je comprends pas pourquoi je reste fatiguée. Et puis aussi elle peut être liée à une infection. Il y a des patients qui ont eu le Covid, pour rester dans l'actualité, et qui restent fatigués pendant des semaines, des mois. Donc ça peut être vraiment secondaire à une maladie, une pathologie ou une maladie chronique. Les patients qui ont des maladies cardiaques ou un diabète, parfois il y a des états de fatigue liés à des traitements qui peuvent aussi survenir. Donc voilà, en gros, le coureur fatigué, soit il a plus le goût, plus l'envie, ou soit il a l'envie, le goût, mais les séances elles rentrent pas, les temps ils sont pas là, l'allure elle est pas bonne. Donc ça peut être un petit peu mixte, à la fois psychologique et à la fois physique. Et le risque aussi, c'est peut-être de créer aussi un espèce de cercle, les cercles vertueux, mais il y a aussi les cercles un peu néfastes, où on va finalement on va être très fatigué. Et du coup, on va peut-être générer du stress, de l'anxiété. On va encore moins bien dormir. Et du coup, des couches de fatigue supplémentaires vont s'ajouter, jusque presque au burn-out. Donc ça, c'est un élément aussi, j'imagine, il faut tout de suite prendre en considération la fatigue dès qu'elle arrive. Parce que sinon, on peut avoir... ça peut que s'aggraver. Oui, exactement. Je pense que dès que ça perdure, c'est plutôt ce phénomène de durée dans le temps. Il faut pas hésiter, à stopper et à se dire je vais consulter ou j'en parle à un proche déjà pour avoir un avis extérieur. Tout à l'heure, on parlait des fois de s'auto-soigner, et c'est parfois un peu compliqué. Donc d'avoir aussi un avis extérieur. Parfois, les gens vous disent je te trouve un peu plus ronchon ces derniers temps, même le conjoint ou l'entraîneur. Parce qu'on râle un peu plus sur les séances. Voilà, non mais exactement. Et du coup, je pense que ça, c'est important d'en parler, de faire le point. Et si ça ne se règle pas en dormant un peu plus et en faisant un peu attention à son alimentation, il faut peut-être aller creuser, et c'est là qu'il faut venir consulter, quoi. Tout à l'heure, je te citais l'étude Ipsos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont demandé à ces gens, justement, comment est-ce qu'ils expliquaient leur fatigue. Et cette étude, elle révèle aussi que pour la grande majorité des gens, pour eux, leur fatigue, elle est directement liée à un manque de sommeil. Du coup, quelles sont les causes de la fatigue ? Est-ce qu'elle est uniquement liée au manque de sommeil ou surentraînement, ou il peut y avoir d'autres causes ? Ah non, il peut y avoir plein d'autres causes. Il peut y avoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, une infection. Il peut y avoir des carences aussi, carences en magnésium, carences en fer. Il peut y avoir aussi une mauvaise gestion de la charge d'entraînement, une alimentation déséquilibrée, ça on l'a déjà dit. Et puis après, il y a toute la charge mentale aussi qui peut se rajouter si on n'est pas bien au boulot, si on a trop de stress dans sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Il y a des fois des situations personnelles qui sont compliquées à gérer. Donc voilà, ça peut être à la fois quelque chose vraiment d'organique, de physique, avec une carence ou une maladie ou une mauvaise charge d'entraînement, mais ça peut être aussi central et mental, et avec une gestion, un épisode de vie qu'on a du mal à gérer et qui nous fatigue. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut très bien dormir. Je peux dormir 7, 8, voire 9 heures par nuit, et pourtant être fatigué.
parce que peut-être j'ai une mauvaise alimentation, parce que peut-être j'ai une charge mentale, parce que peut-être j'ai des carences. Donc il ne faut pas uniquement, comme on pourrait le penser, attribuer notre fatigue à un manque de sommeil. Ça peut être lié à autre chose. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de fatigue nerveuse, de fatigue mentale. Tu sais que depuis notamment le confinement, les problématiques autour de la santé mentale sont de plus en plus importantes. Et c'est pour ça aussi qu'on avait envie de créer ce nouveau programme Body and Mind, où on va s'intéresser aussi à toutes les questions autour de la santé mentale. C'était encore un peu tabou en France, encore plus dans le milieu du sport. Donc je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir en parler. Et tout au long de cette saison, de l'année, on va vraiment faire des focus autour de la santé mentale. Et est-ce que du coup, cette fatigue mentale, nerveuse, liée à ce qu'on appelle aussi la charge mentale, est-ce qu'elle est tout aussi néfaste que la fatigue physique liée directement, par exemple, à nos entraînements ou à notre travail? Oui, pour moi, comme on a dit, là, je pense que les deux sont vraiment très liés, intimement liés même. Alors, bien sûr, au niveau mental, il y a des maladies mentales, des maladies psychiatriques. Le vrai état de dépression, voilà, c'est des maladies qui sont soignées en médecine, qui nécessitent un traitement. Après, il y a le côté mental, fatigue centrale. On a montré, notamment dans les efforts d'ultra-endurance, que la fatigue périphérique musculaire était liée à la fatigue mentale. On a dissocié un peu les deux en se disant, à l'arrivée d'un ultra, on a une fatigue musculaire qui est installée, mais qui ne dépasse pas en fait les 40, voire 50%. Il reste encore de la force musculaire. Alors, on se demande d'où vient cet épuisement. Et en fait, on s'est rendu compte que ça venait aussi du cerveau, aussi du mental, parce qu'en stimulant l'activité cérébrale, on s'est rendu compte qu'on pouvait retrouver une force musculaire meilleure en fin d'ultra. En fait, on se rend compte vraiment que ça peut venir du cerveau. On a des neurotransmetteurs dans le cerveau qui expliquent, par exemple, l'état dépressif, où on a une baisse hormonale au niveau du cerveau. Et on se dit aussi que ce cerveau, ce gouverneur central, il peut aussi provoquer une fatigue périphérique. Alors pourquoi ? Parce que sûrement il doit y avoir aussi un manque de glycogène, de sucre au niveau du cerveau. Il y a une altération de ce qu'on appelle la commande descendante, donc le tronc cérébral, ce qui va venir commander en fait les muscles. Donc on a vraiment une altération centrale des fonctions, et ce qui explique qu'on se retrouve en état de fatigue. En gros, dans des études, ils ont montré que on n'était pas limité en fait par nos capacités musculaires, et c'est vraiment notre cerveau, notre mental en fait qui nous limite. Donc ça pose vraiment question pour je pense pour l'avenir, pour le futur. Et puis quand on dit qu'il faut avoir du mental, je suis d'accord, parce qu'en fait, on se rend compte qu'au final, c'est pas toujours vraiment nos muscles qui nous limitent, mais c'est aussi notre cerveau, quoi. Ah, c'est fou, ce cerveau. Il est souvent à la source de beaucoup de choses. Bon, du coup, on l'a vu, c'est très important de faire attention à toutes ces problématiques autour de la fatigue. Quels sont les signes qui doivent nous alerter quand on est un coureur à pied? Sur quoi on doit être vigilant? Comment on peut identifier justement, tiens, là, il commence à avoir un problème? Je pense que quand on commence au niveau temps, on aime bien les chiffres, on aime bien les vitesses, on aime bien ces données-là quand on s'entraîne. Et je pense que quand on commence à avoir l'impression qu'on constate une baisse de performance sur le tour qu'on fait habituellement, ou sur le temps sur 200, 400 pour ceux qui s'entraînent sur piste, ou la moyenne, la vitesse moyenne, déjà là on peut se dire peut-être que je commence à être fatigué. Quand on a du mal à récupérer de ces séances, on fait une séance le lundi, la deuxième est prévue le mercredi par exemple, et puis on se rend compte que d'habitude celle du mercredi elle passe bien, et là en fait cette séance du mercredi on traîne un peu les pieds, on a du mal à la faire. Je pense qu'il y a des douleurs inhabituelles, des douleurs que ce soit articulaires ou musculaires, qui sont d'habitude pas présentes. Il faut se méfier aussi. Le plaisir d'aller s'entraîner. Est-ce que j'ai moins envie ces derniers temps? Est-ce que je serais pas en train de pousser trop loin? Il y a toujours des phases où on a
plus envie que d'autres, c'est sûr, notamment je pense quand on prépare des grosses courses, qu'on a un objectif, on a une carotte entre guillemets, on est peut-être toujours un peu plus motivé, mais quand on n'éprouve plus vraiment de plaisir à courir, je pense qu'il faut aussi se poser ces questions. Quand on a une altération de son sommeil, on a des difficultés à s'endormir, on a des réveils nocturnes, là aussi ça peut être un signe d'une installation de fatigue. Quand on a des infections à répétition, qu'on est souvent malade, un rhume, le ventre, voilà, ça peut montrer qu'on a une baisse de nos défenses immunitaires. L'appétit aussi, c'est un bon critère. On peut avoir des troubles de l'appétit avec un appétit qui diminue. La libido aussi, c'est important d'en parler. Quand on a une libido qui est diminuée, peut-être qu'on est aussi dans cet état de fatigue. Et puis après, on peut avoir des chiffres, la fréquence cardiaque de repos qui augmente un peu pour ceux qui surveillent un petit peu ça, ou même une baisse de FC max, la fréquence cardiaque maximale. Si on s'entraîne avec un cardio, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive plus à se pousser au max. Donc voilà, je pense que c'est des petits signes. À mon avis, il n'y a pas un seul signe qui signe un état de fatigue chronique. Et je pense qu'il y a c'est des faisceaux d'arguments, c'est plusieurs petits critères qu'on additionne. Et là, on se rend compte qu'en fait, au final, on est en train de passer de l'autre côté, quoi. Pourtant, je crois savoir aussi que la fatigue, elle n'a pas que des inconvénients. Je m'explique. On entend souvent des entraîneurs qui nous donnent des séances, ou autour de nous, c'est des mots qu'on a déjà pu entendre, qui disent allez, cette séance-là, tu dois courir sur de la fatigue. Tu vois. Alors évidemment, j'imagine que ces entraîneurs qui nous disent de nous entraîner sur de la fatigue, ils sont pas maso. Enfin, j'espère. En tout cas, pas tous. Ils sont pas tous maso. Il y en a certains peut-être un petit peu. Mais j'imagine que le but de ces séances, avant tout, c'est de créer des adaptations métaboliques. Évidemment, en réponse à la fatigue musculaire, tu vas générer une fatigue et du coup, le corps va vouloir compenser en essayant de devenir plus fort. Du coup, en gros, est-ce que notre corps peut aussi s'adapter à cette fatigue en se renforçant? Est-ce que c'est pas aussi quelquefois intéressant de travailler sur de la fatigue comme semblent nous le conseiller certains entraîneurs? Si, bien sûr. Après, déjà, il faut savoir qu'on est tous différents. On répond tous d'une manière différente à une charge d'entraînement. Si tous les entraînements étaient faciles, ça se saurait. Donc, il y a toujours des périodes où on est un petit peu plus fatigué. Moi, je pense qu'il faut... ce qui est important dans tout ça, c'est vraiment de quantifier cette charge d'entraînement et de raisonner en termes de cycle d'entraînement. En fait, on se rend compte qu'il y en a qui font... je me rends compte au cabinet quand je demande, par exemple, à un patient, qu'est-ce que vous avez fait ces 3 derniers mois? S'il y a 4 courses, 3 blocs d'entraînement, on se rend vite compte en fait qu'il y a peu de décharge là-dedans et du coup, il y a peu d'assimilation. Quand on prépare une course, bien sûr, il y a des séances où on est déjà un peu fatigué. Quand on prépare un ultra, qu'on fait un bloc de 3-4 jours, et oui, forcément, le 3e jour, ça tire un peu, le 4e encore plus. Mais ce qui est important derrière, c'est qu'il y a cette phase d'assimilation, cette phase de décharge de l'entraînement. Et c'est là qu'on va capitaliser en fait sur ce stress qu'on a fait subir au corps. Et derrière, on a un phénomène de surcompensation. Donc en fait, je pense que c'est vraiment important de résumer en termes de cycle, de micro-cycle, où il y a une phase de charge d'entraînement, par exemple, de 3-4 semaines, une phase de décharge derrière de 10 jours. C'est ça qui est important, en fait. Si on est toujours chargé, si on a un rythme d'entraînement qui est soutenu tout le temps, oui, forcément, à un moment, le corps, ça va pas passer, quoi. Le corps ou le mental, d'ailleurs. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de découper le calendrier avec... quelques objectifs, ça sert à rien de s'en fixer trop, et puis derrière de récupérer physiquement et aussi de récupérer mentalement. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce qu'en tant que coureur, on peut des fois avoir envie, parce qu'on aime aussi, en tout cas, certains coureurs, ce qu'ils aiment, c'est la compétition. Donc, on peut avoir envie de courir un petit peu à toutes les courses qu'il y a dans sa région, parce que c'est ce qu'on aime. Et voilà, c'est là où on est le plus heureux. Ça nous motive aussi, parce qu'on sait qu'on a la carotte, comme tu dis. Mais du coup, le problème, c'est que dans le cycle d'entraînement, on va rarement décharger. Et là, ça peut poser des problèmes. Et moi, ce que je comprends à travers ce que tu me dis, c'est quelquefois, quand on est vraiment très fatigué, c'est plus intéressant, ce sera plus bénéfique dans la progression de ne pas s'entraîner, de se dire ok, cette séance,
je la mets de côté, je la remplace, j'essaye de bien récupérer parce que on va mieux progresser en annulant finalement une séance qu'en y allant où on va finalement avoir un effet contre-productif. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à différencier cette fatigue qui est dite normale, tout à fait gérable par l'organisme et même recherchée pour créer des phénomènes d'adaptation, à une fatigue qui est vraiment une fatigue d'épuisement qui résulte du fait qu'on en fait trop. Parce qu'il faut être en mesure d'arbitrer. Attention, là je dois lever le pied ou c'est juste que je suis un petit peu feignant ou j'ai envie de procrastiner, tu vois. Comment est-ce qu'on arrive à arbitrer selon toi ? C'est très difficile. C'est très difficile et c'est pour ça, tu vois, notamment que moi, à l'époque, j'ai pris un entraîneur parce que je pense qu'il y a des personnes très compétentes là-dedans qui savent bien construire une saison et bien quantifier une charge parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir si on en fait trop, si on n'en fait pas assez. Donc, même si on n'a pas d'entraîneur, je pense qu'il faut à l'avance fixer son calendrier avec ses courses et éviter d'en rajouter tout le temps parce que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, il y a la course du coin et on a envie d'y participer. Je pense qu'il faut se fixer les objectifs en avance, se fixer les temps de repos et puis des temps de charge, de travail et puis s'y tenir en fait, se tenir à son programme et si jamais on voit que les choses se passent bien, on essaie de moduler un peu. Il n'y a rien qui est, même en ayant un entraîneur, parfois on a besoin de dire là en fait je le sens pas et ça va pas bien, mes séances elles se passent pas bien donc j'ai besoin de décharger un peu. Je pense que le ressenti de l'effort il est important à noter. Il y a certaines plateformes d'entraînement qui proposent ça, ce qu'on appelle le RPE, quand tu ressens telle séance elle t'a paru en fait super dure alors qu'en soi elle était pas si compliqué, c'est déjà peut-être un premier signe. Si cette séance-là, habituellement, tu l'as fait et de 0 à 10, tu dis au niveau de la difficulté, je suis plutôt autour des 2-3 et que la même séance faite un mois plus tard, tu es plutôt autour des 8 parce que en fait, elle t'a paru super dure, là, déjà, c'est un premier signe en te disant je suis peut-être dans un état de fatigue mentale, physique, que je n'étais pas il y a un mois. Donc, c'est des petits critères. Je pense que c'est important de noter comment se passent les séances, que ce soit sur... il y a plein de plateformes maintenant. Ou les montres, les montres aussi, à la fin, ils te proposent de mettre des petits smileys. Donc, toi, vraiment, tu nous conseilles d'essayer d'avoir un peu une autocritique sur comment je me sens, est-ce que ça s'est bien passé, et du coup, conserver ça pour avoir un peu de data, quoi. C'est ça. Si on se rend compte que pendant une semaine, en fait, toutes nos séances, on les trouve super compliquées et qu'on n'est pas bien, là, c'est typiquement, ça peut tirer la sonnette d'alarme. Donc, je pense que c'est important de se juger, en fait, de s'auto-évaluer pour pouvoir voir si les entraînements sont efficients ou pas, ou s'il faut lever un peu le pied, quoi. D'accord. Après, c'est aussi important de préciser, je pense, que la course à pied, le sport, ça peut aussi être un moyen de lutter contre la fatigue, dans le sens où si par exemple notre fatigue elle est issue du travail ou de notre vie personnelle familiale, le fait des fois de courir, si c'est une fatigue qui est un peu passagère, peut nous permettre aussi de nous vider l'esprit, de générer des endorphines, des hormones. Tout à fait. Et ça, c'est important de le dire. Ouais. Si elle est légère et passagère, le sport, la course à pied peut être un bon moyen de lutter contre la fatigue. D'ailleurs, on dit souvent que c'est l'entraînement qu'on a un peu le moins envie de faire qui est le plus bénéfique. J'ai passé une mauvaise journée, mes enfants, ils ont été odieux. J'ai pas envie d'aller courir. Et puis finalement, on va courir. Et on se dit, je le regrette pas, quoi. On regrette jamais d'être allé courir. Et donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, d'identifier à la source de fatigue, parce que le sport peut aussi être une solution. Et ça, c'est important de le rappeler, j'imagine. Surtout toi, en tant que médecin, c'est un bon moyen de lutter contre la fatigue, le sport. Oui, exactement. Je suis d'accord. Parce que identifier pourquoi je suis fatiguée, est-ce que c'est vraiment la vie perso et pas en soi mon entraînement, oui, dans ces cas-là, c'est vrai que ça va me faire du bien d'aller faire une sortie. Par contre, si on est en plein bloc d'entraînement et que on va dire que le côté familial, professionnel, ça se passe bien, mais qu'en fait on est lessivé, dans ces cas-là, il vaut mieux faire l'impasse sur la sortie, ou alors si c'était une sortie avec des intensités, plutôt de privilégier de l'endurance fondamentale pour récupérer, ou de changer carrément de sport. On n'est pas obligé d'aller courir, on peut aller faire un tour de vélo, aller nager, faire une séance de yoga. Donc oui, effectivement, il faut d'abord identifier pourquoi je suis fatiguée. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est extrinsèque à moi, qui est externe, ou est-ce que c'est vraiment moi intrinsèque, problème de sommeil, problème
j'ai une infection, j'ai un rhume, là peut-être que effectivement c'est peut-être pas légitime d'aller fatiguer encore plus l'organisme avec une séance de course à pied, quoi. Mais c'est ça, souvent les coureurs et les coureuses à pied, on a des fois tendance à vouloir trop bien faire, à culpabiliser aussi si on ne va pas s'entraîner. Et en fait, c'est contre-productif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors tu nous as dit, il y a des moyens objectifs, en dehors de nos ressentis, qui sont aussi subjectifs, il y a des moyens plus objectifs de mesurer si on est fatigué ou pas. Il y a la fréquence cardiaque au repos. Alors ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner à nos auditeurs ou auditrices qui sont en prépa marathon ou prépa trail. Le matin, au réveil, après quelques minutes qu'on se soit réveillé, on s'asseye, on s'allonge. Je ne sais pas c'est quoi le mieux pour prendre sa fréquence cardiaque, si c'est allongé, assis, je crois que c'est assis. Ouais. Et en étant fixe, et tous les matins, 3-4 fois par semaine, on prend sa fréquence cardiaque, on la note et on voit au fur et à mesure de la prépa si ça évolue. Et si le rythme cardiaque il a tendance à augmenter le matin de manière un peu anormale, là, ça peut être un signe qui peut nous alerter. Mais on doit avoir un peu d'historique. Donc, une prépa, c'est 12 semaines. Généralement, si 3-4 fois par semaine, les matins, vous notez votre fréquence cardiaque, là, vous allez avoir un élément objectif qui peut interpréter un état de fatigue ou pas. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de la variabilité de la fréquence cardiaque, justement pour déterminer son bon niveau de santé physique, psychologique aussi de l'athlète. Alors, je sais que la variété de fréquence cardiaque, c'est encore quelque chose qui ne fait pas forcément consensus. On ne sait pas forcément, en tout cas on ne sait pas tout autour de tout ça. Toi, en tant que médecin du sport, qu'est-ce que tu peux nous dire autour justement de cette variabilité de fréquence cardiaque? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est super dur à comprendre. J'ai eu du mal c'est pas évident à comprendre. On avait un petit peu parlé justement quand j'ai fait ma formation de médecin du sport. En fait, ton cœur, faut reprendre de la base. Donc, on a le système nerveux central, système nerveux périphérique. Quand tu prends un objet ou que tu cours, tu commandes tes muscles de faire cette action. Par contre, quand on respire, le cœur qui bat, tu commandes rien du tout en fait. C'est automatique. C'est automatique, voilà. Système nerveux autonome. Et du coup, heureusement d'ailleurs, toute notre vie, notre cœur bat à une certaine fréquence. C'est pas un métronome. Il bat pas toujours à la même fréquence. Il y a des moments où il bat plus vite et des moments où il bat moins vite. Et en fait, ce cœur, il est soumis à un système en fait qu'on appelle donc le système nerveux autonome, qui comprend le système sympathique et le système parasympathique. Donc, c'est des mots plutôt sympas. Du coup, le système sympathique, c'est plutôt ce qui va être de l'action. Par exemple, aller courir, aller m'entraîner. Et le système parasympathique, c'est plutôt lié au repos. Donc, c'est quand je vais me relaxer, récupérer. Et du coup, ces deux systèmes-là, ils agissent à deux, de concert, pour faire varier notre fréquence cardiaque. La variabilité de fréquence cardiaque, en fait, c'est l'intervalle de temps qui sépare un battement de cœur d'un autre. C'est des mesures qui sont faites en millisecondes. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on avait de la variabilité de fréquence cardiaque, mieux c'était. En fait, ça veut dire que ton corps, il est capable de s'adapter à telle ou telle situation. Donc, en fait, il y a à la fois un système d'analyse temporelle. En fait, on analyse vraiment des intervalles, donc ce que je disais là en millisecondes. Et après, tu as aussi une analyse fréquentielle, donc c'est vraiment des algorithmes, c'est des logiciels un peu spécifiques. Grâce à cette analyse fréquentielle, ça te dit en fait si c'est plutôt ton système sympathique ou ton système parasympathique qui est activé. Et voilà, je sais que c'est un marqueur, en fait, c'est un paramètre qui est pas mal utilisé sur l'entraînement, en fait, parce que ça permet justement d'avoir une planification un peu dynamique de l'entraînement, d'avoir une réflexion sur l'entraînement. Ça renseigne sur l'état de forme de l'athlète. Après, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en aigu sur 3 jours. Tiens, je vais regarder ma VFC pour voir si je suis en forme pour mon entraînement. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment dans le temps, minimum, je pense, sur une semaine. On peut pas tirer de conclusion en aigu. C'est plus une observation de tendance. Donc, soit c'est des mesures qui sont faites la nuit ou le matin au réveil, comme on disait tout à l'heure sur la bête mesure de l'AFC de repos, une ceinture de fréquence cardiaque.
on se réveille, il est préférable d'aller aux toilettes avant d'avoir la vessie vide, pas de boire de thé ni de café, rien faire, se recoucher. 10 minutes, on fait une mesure 5 minutes couché et 5 minutes debout, toujours avec la ceinture de FC. Et en fait, après, il y a des analyses de données. Donc, il y a sur iPhone ou même sur les PC, il y a des logiciels en fait, qui permettent de mesurer ça. Et après, c'est des analyses qui sont interprétées par le physio, par le coach, pour essayer d'évaluer un peu dans quel état de forme est l'athlète, et puis peut-être d'adapter l'entraînement, de se dire cette séance-là, elle est peut-être pas bénéfique vu l'état de forme. Donc ça, je trouve que c'est quand même un paramètre qui est hyper intéressant si on est un peu pointu dans l'entraînement. Moi, je le pratique pas, mais je sais que il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui l'utilisent, et je trouve que c'est encore être plus pointu au niveau de son entraînement, et c'est un bon paramètre. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal d'ultra-trailleurs ici qui l'utilisent. On avait reçu Xavier Thévenard qui nous avait présenté justement tout ça. Alors je t'avoue que la première fois qu'on me l'a expliqué, j'ai pas tout compris. Non, c'est super dur. C'est quand même une notion je tiens à rassurer nos auditeurs, c'est quand même une notion qui est assez pas complexe, mais qui demande quand même un petit peu de connaissances. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, puisque dans la newsletter de cet épisode-là, on vous donnera un peu les protocoles et quelques applications aussi qu'on peut utiliser, même si évidemment, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup utilisé à haut niveau, que la data peut aussi générer du stress, à vouloir tout contrôler, tout regarder. Ça peut causer une charge mentale et des fois avoir un effet un peu contre-productif, parce qu'aujourd'hui on cumule beaucoup de données, on devient un peu obsessionnel sur ça, parce que c'est un moyen aussi d'avoir c'est des notes, un peu, tu sais, on aime bien avoir ce côté un peu scolaire des choses, c'est un peu un regard extérieur, tiens, je fais bien, je fais pas bien, j'ai un chiffre, on me dit si c'est bon ou pas, donc il y a aussi des effets pervers à prendre avec des pincettes, mais notamment avec tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle, les applications, peut-être que si ça devient un peu automatique, c'est des choses, à mon avis, à l'avenir, qui vont être de plus en plus intégrées à nos montres aussi. Oui. Et c'est des datas qui risquent de sortir. Donc, intéressant de savoir ce que c'est et de voir un peu comment ça évolue avec l'avancée de la technologie aussi. Marion, il y a une question que, à mon avis, beaucoup de coureurs et coureuses se posent. Est-ce qu'on peut lutter contre la fatigue, ou en tout cas, quels moyens préventifs on peut mettre en place pour éviter de cumuler trop de fatigue ? Est-ce qu'on peut lutter contre la fatigue ? Déjà, un bon calendrier pour pouvoir planifier les entraînements, les périodes de charge, les périodes de décharge, les objectifs. Donc moi, je pense que déjà d'avoir une organisation, c'est important pour justement prévenir cette fatigue. Après, ça reste des conseils. C'est comme pour la récupération, quand on demande c'est quoi les meilleures choses pour récupérer. En fait, il faut voir au plus simple. Et déjà, ça passe par une alimentation variée, équilibrée, pas sauter de repas, pas grignoter, avoir une alimentation, profiter des fruits, des légumes de saison, avoir un sommeil récupérateur, donc dans un environnement calme, une température de la pièce fraîche. En ce moment, c'est pas évident, mais voilà, avoir un bon sommeil et une bonne alimentation, pour moi, c'est déjà la meilleure prévention pour la fatigue. Faire attention aux carences. Si on a un régime alimentaire un petit peu particulier avec des évictions, ne pas hésiter à se renseigner et à se faire aider d'un nutritionniste, d'une diététicienne pour pouvoir justement éviter ces carences. Sur la fin de journée, éviter tout ce qui va être excitant avec le thé, café, tout ce qui va être à base de caféine, et puis les grands repas gargantuesques et très lourds à digérer qui vont forcément avoir un impact sur la qualité du sommeil. Et puis je pense que déjà l'alimentation, le sommeil, une bonne planification de charge d'entraînement avec des vraies phases de coupure et de récupération, c'est déjà le meilleur moyen d'éviter de se retrouver dans un état de fatigue chronique, quoi. Évidemment, il ne faut pas oublier que ce qui demande le plus d'énergie à notre corps, donc qui génère le plus de fatigue, c'est la thermorégulation. Donc on le voit très bien, l'été on est plus fatigué parce qu'on va réguler la chaleur, et ça va nous fatiguer. Et la digestion, d'ailleurs souvent c'est lié. C'est pour ça que quand il fait très chaud,
on n'a pas envie de manger des repas très très lourds, on veut manger de la salade, des crudités, des choses très faciles à digérer. C'est ce qu'on appelle aussi un peu l'alimentation intuitive. Notre corps, il nous envoie des messages en se disant attention là, je dépense déjà beaucoup d'énergie à te thermoréguler parce qu'il fait chaud, ne va pas me manger un repas, une raclette, parce que là je vais avoir du mal à gérer, quoi. C'est pour ça que quand on a beaucoup mangé, on est fatigué. Donc évidemment en été on fait attention à pas trop charger. Voilà, et surtout en ce moment il fait de plus en plus chaud, donc ça fatigue de plus en plus notre corps. Même si on supporte bien la chaleur, qu'on a l'impression qu'on on arrive, parce qu'il y a des gens qui thermorégulent bien, ça génère quand même à notre corps de la fatigue. Donc c'est des choses qui se voient pas forcément tout de suite, mais qui peuvent causer pas mal de soucis. Et l'alimentation effectivement un petit peu plus légère. On essaye de manger des aliments pas trop gras après les séances pour bien récupérer, ce genre de choses. C'est capital. Donc on se rend compte que c'est pas que bien dormir, il y a une multitude de choses qui rentrent en compte. Justement, tu nous parles de planification, tu nous parles de bien périodiser ses périodes d'entraînement, de charge, de repos. Et il y a la fameuse question du jour de repos dans la semaine. Toi, alors je sais que c'est assez générique parce qu'il y a des gens en fonction du niveau, le niveau de pratique qu'on peut avoir, mais globalement, le jour de repos pour un athlète élite ou un athlète de très bon niveau, toi, combien tu recommandes? Un athlète amateur, toi, c'est quoi tes conseils par rapport aux jours de repos dans la semaine? Est-ce que c'est important de prendre quand même des jours de repos et de se reposer? Ouais, je pense que c'est très important, oui. Après, chacun est différent, chacun encaisse les charges différemment, mais pour moi, au minimum, un jour de repos dans la semaine, c'est quand même important. Alors, il y a toujours une différence entre l'athlète de haut niveau ou dont c'est le métier, et puis celui dont c'est pas du tout le métier et qui a sa vie professionnelle à côté. Donc, est-ce que, l'idéal, c'est que ce jour de repos-là, ce soit un vrai jour de repos sans charge mentale, sans trop de stress, sans sollicitation, parce que faire une journée de 12 heures au travail et du coup on fait pas de sport, mais en fait on est tout aussi lessivé en fin de journée. Ou on se dit tiens, je m'entraîne pas aujourd'hui, je vais aller faire du shopping, je vais aller visiter des choses, et finalement on se repose pas. Quand on dit un jour de repos, on essaye vraiment d'être chez soi tranquille, on se garde un petit Netflix, on peut aller marcher évidemment, c'est même plutôt bien, mais on n'en profite pas pour faire après c'est pas évident, hein, c'est pas évident, on a tous 10 000 trucs à faire, des vies, ces courses, il faut bien ménage, faut bien manger, et voilà. Évidemment. Donc c'est pas évident, mais c'est vrai que quand on peut, pour se réserver un jour dans la semaine, on fait peut-être un petit peu moins de choses que d'habitude, on est un peu moins speed que d'habitude, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et puis pourquoi pas en profiter pour faire autre chose, une séance de méditation, une petite séance de yoga, ou essayer de changer un petit peu du rythme habituel, quoi. Je le disais tout à l'heure, 60% des Français se disent fatigués. Alors, tu connais un peu l'industrie du médicament. Tu t'imagines bien que quand tu as un marché de 60% des gens, il y a des petits fabricants de médicaments qui vont essayer de nous proposer des solutions un peu miracles, comme si, voilà. Du coup, selon toi, est-ce que, alors je vais pas dire des grosses fatigues, mais des petites fatigues, est-ce que c'est intéressant d'utiliser des médicaments dits antihistaminiques, comme par exemple, évidemment, il y a les vitamines, les oligo-éléments, les acides aminés. Est-ce que c'est efficace? Pareil pour la prise de psychostimulants légers. Alors évidemment, on connaît la caféine, le Théanol. Il y a aussi ces médicaments, tu sais, qui sont populaires dans le milieu du foot, du rugby, les guronzans, tu sais, ces trucs-là. Le Red Bull aussi, tiens. Ouais. Est-ce que ça... Allez, on va pas faire de langue de bois. Est-ce que vraiment, ça peut quand même être intéressant? Est-ce que ça peut avoir des intérêts ou pas? Tu nous conseilles de les éviter. Voilà. Moi, je conseille de les éviter et de pas... Pour moi, tout se trouve dans l'alimentation. Tout se trouve dans l'assiette. Donc, je suis pas pour mettre une béquille en prenant des psychostimulants ou du guronzan, comme tu dis. Je pense qu'à un moment donné, si on a repéré qu'on était dans cet état-là de fatigue, ça sert à rien de faire l'autruche. Il faut essayer de régler le problème à la source. Donc voilà. Après, il y a effectivement des contextes, par exemple l'anémie, carence en fer, on peut avoir une carence en magnésium pas mal aussi quand on fait du sport. Donc pourquoi pas, dans ces cas-là, effectivement, il faut se supplémenter, mais ça passe par une consultation médicale. Et puis après, si on a des doutes au niveau de l'alimentation, il ne faut pas hésiter à consulter un nutritionniste, un diététicien, parce que du coup, il faut se faire quand même aider
m'aider et être sûr être sûr de manger correctement et d'avoir les apports suffisants avec l'activité physique qu'on fait. Donc non, pour moi, je suis pas du tout je suis pas du tout pour les cachets et tout ça. Ouais, je suis surtout pas que ça peut créer la tachycardie, le Red Bull ouais, voilà. et en plus du coup c'est bon, c'est jamais bon d'avoir un rythme cardiaque qui s'affole en course à pied, surtout quand on fait de l'endurance. Exactement. Donc non, je suis pas pour un petit expresso pour se réveiller en postprandial à 13h, mais après non, je suis pas pour l'aspect caché médicaments. Mais souvent, et même des fois dans le milieu du bio, du naturel, on nous propose des compléments alimentaires parce qu'il y a beaucoup de marketing autour de ça. On nous vend des petits compléments alimentaires. Nous-mêmes, on reçoit beaucoup de messages en nous demandant qu'est-ce que vous pensez du complément alimentaire. Il y a beaucoup de marques qui nous sollicitent aussi pour faire de la publicité parce que c'est un très très gros marché. C'est un gros business, les compléments alimentaires. Et ce qui est important de dire, et tu l'as dit, mais je le répète, on ne s'auto-médicamente pas avec du complément alimentaire. On ne prend pas des compléments alimentaires pour prendre des compléments alimentaires. Si on en prend, c'est uniquement sous décision médicale. C'est parce qu'on a une carence, parce que la carence cause des dégâts. Mais si on consomme trop aussi certaines vitamines, ça peut aussi avoir des effets néfastes sur la digestion, ce genre de choses. Même moi, ça m'est arrivé une fois de faire une cure de fer. Je me suis senti extrêmement mal, j'ai des problèmes de ventre. Ça a été contre-productif et j'ai arrêté cette bêtise. Donc ça, c'est important de le préciser, vraiment, c'est prescription médicale. Oui, et puis il faut aussi se méfier de... Enfin là, je fais une toute petite parenthèse dopage, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on prend. Il y a des comprimés, il y a des normes en fait qui existent, qui sont validées par la FLD. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on consomme en fait. Si on ne prend pas l'avis d'un médecin, il faut quand même vérifier que les composés de ce complément alimentaire-là, il n'y ait pas de produits interdits. De produits cachés dedans. Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut vraiment... Je pense qu'à partir du moment où on fait de la compétition, il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme et il ne faut pas hésiter de demander l'avis parce qu'il y a eu des cas comme ça où en fait en libre service en pharmacie, en fait, on peut se rendre compte que ça peut positiver certains contrôles antidopage. Donc il faut vraiment faire attention et toujours bien se renseigner avant de prendre quelconque comprimé. Ouais, et même quand on est un coureur amateur, je le répète, à partir du moment où vous participez à une compétition, même si vous n'êtes pas licencié, vous pouvez être contrôlé sur de l'antidopage et ça arrive souvent qu'ils contrôlent justement dans le milieu en fin de classement. Donc tout le monde est susceptible, donc il faut faire attention à ça. Tu le disais sur les compléments alimentaires, on a eu quelques cas de coureurs qui ont eu des exclusions pour dopage à cause de compléments alimentaires. Après, quand on commande ces compléments alimentaires sur Internet et qu'ils viennent de Thaïlande, on peut quand même se poser certaines questions. Donc, il faut aussi... Voilà. Mais normalement, en France, quand même, sur des produits français vendus en pharmacie, ils sont censés quand même faire attention. En tout cas, il y a eu des cas par le passé, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus rare. Si vous achetez sur Internet, là, par contre, faites très, très attention. Et évidemment, si le produit vient de Thaïlande et tout, peut être un peu naïf, mais c'est des signes aussi qui peuvent aussi vous alerter. En conclusion, ça a été un épisode hyper intéressant. Quels sont les éléments clés à retenir sur la gestion de la fatigue en course à pied, qui peut aussi avoir des bénéfices, comme on l'a dit, avec le surcompensation. Donc, quels sont selon toi les points clés à retenir de cet épisode ? Je pense qu'on est des bons juges de soi, on peut être critique et être à l'écoute de soi et pas hésiter à lever un petit peu la charge. La fatigue, elle est jamais anodine. Quand on est dans une période de grosse charge cognitive où on a beaucoup de stress, il ne faut pas hésiter aussi à diminuer l'intensité des entraînements. Le corps, c'est un vase. Si on en rajoute, à un moment, ça peut déborder. Donc ça peut être de l'entraînement, ça peut être du perso, ça peut être du professionnel. Donc s'il y a un moment, il y a un pôle, il y a un item qui prend un petit peu plus de place, on n'hésite pas à diminuer le reste, donc notamment à diminuer l'intensité de ces entraînements. Pas hésiter à consulter son médecin traitant, son médecin du sport, si cette fatigue, elle persiste, malgré des changements dans les habitudes quotidiennes, malgré un bon sommeil, une bonne alimentation. Si ça persiste, il ne faut pas hésiter à consulter pour faire un bilan, une petite prise de sang, un électrocardiogramme et vérifier que tout va bien et qu'il n'y ait pas de soucis organiques. Un petit check-up tous les années en début de saison, c'est toujours une bonne chose. C'est à ça que sert le certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. C'est refaire le point sur un petit peu tous les items du corps et voir que tout roule.
Merci infiniment Marion pour cet épisode. Et écoute, je te donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode dans la tête d'un coureur et dans quelques semaines pour te retrouver sur un épisode de Body and Mind. À bientôt. À bientôt Guillaume, salut.